Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette vidéo pour vous parler du sujet de la mémoire de l'Holodomor. Tout d'abord, qu'est-ce que la mémoire? Le passé peut se rappeler aux sociétés sous un aspect subjectif, émotionnel et sélectif. C'est ce que l'on appelle la mémoire, ou plutôt les mémoires d'un événement. Il y a autant de mémoires que de groupes d'individus, et cette vision du passé ne retient que des fragments de l'événement selon l'intérêt, l'enjeu ou l'émotion suscitée. Ainsi, la célébration des mémoires peut donner lieu à des conflits mémoriels. Avec la multiplication des mémoires, des groupes s'opposent et accusent les autorités ou les médias de favoriser une mémoire plutôt qu'une autre. L'Union des républiques socialistes soviétiques était un État fédéral transcontinental à régime communiste. Cette fédération existait de sa proclamation, le 30 décembre 1922, à sa dissolution, le 26 décembre 1991. Staline arrive au pouvoir en 1922, lorsqu'il devient secrétaire général du comité central du Parti communiste. Cette période marque le début d'une transformation brutale et radicale de la société soviétique. Il va mettre en place la collectivisation intégrale des terres agricoles. Et il va fortement développer l'industrialisation, à toute vapeur, comme il disait, agencée par les très ambitieux plans quinquennaux. Avec tous ces éléments, nous sommes en droit de nous poser la question suivante. Comment la mémoire de l'Holodomor, cette famine provoquée par Staline, a façonné l'identité ukrainienne? Le terme Holodomor signifie famine en ukrainien. Il est surtout utilisé pour parler de la grande famine qui a sévi en Ukraine et dans le Kouban entre 1932 et 1933. On estime que durant l'Holodomor, entre 2,6 et 5 millions de personnes ont péri. Après un fort manque de blé en 1928, de nombreuses lois sont sorties pour empêcher les paysans privés de faire ce qu'ils veulent ou de se défendre. Comme la loi du 10 janvier 1928 qui interdit aux paysans privés de voter dans les assemblées villageoises. Et depuis 1926, l'État s'autorisait déjà à enfermer des personnes et confisquer les biens des paysans. Cela oblige les paysans à vendre leurs productions à perte. Et ils se mettent donc à produire de moins en moins. On accuse ces paysans, les koulaks, d'être des ennemis capitalistes qui cherchent seulement à spéculer sur le prix du grain. La République socialiste soviétique d'Ukraine présente dans ce contexte une importance particulière. Elle est déjà considérée comme un gigantesque grenier à blé nourrissant une grande partie de l'URSS. À l'époque déjà, l'Ukraine possédait un fort sentiment nationaliste, encouragé par des politiques locales. La nouvelle donne économique et politique au début des années 1930 annonce cependant l'arrivée de grandes difficultés dues à la collectivisation des terres. Les tensions montent, des soulèvements et des affrontements armés vont avoir lieu en Ukraine. On remet en cause le nationalisme ukrainien, qui est suspecté d'encourager le séparatisme, ce qui ne plaisait évidemment pas au Kremlin. En Ukraine, l'État collecte 30% de la production dès 1930, puis 41,5% en 1931. Ces plans drastiques, combinés à une mauvaise récolte en 1931, conduisent l'Ukraine à un début de famine de mai à juillet 1932. L'Ukraine demande de l'aide alimentaire d'urgence au Kremlin, mais ce dernier va réagir tardivement et faiblement. Entre mai et juillet 1932, Staline prend une série de mesures pour permettre aux paysans ukrainiens de vendre leur surplus sur les marchés kolkhosiens. Lorsque la campagne de récolte de l'URSS de 1932 arrive pour récolter des ressources dans les États soviétiques, la demande faite à l'Ukraine est beaucoup trop haute. Staline s'agace de voir que l'Ukraine n'a pas les moyens et accuse les dirigeants ukrainiens de mauvaise gestion, et blâme aussi les nationalistes ukrainiens et les soi-disant capitalistes koulaks. Le régime revient sur les concessions faites aux paysans le 7 août 1932 avec la loi des épis. Cette loi permet de condamner à la peine de mort tout vol ou dilapidation de la propriété socialiste. De juin 1932 à décembre 1933, 125 000 personnes sont condamnées, dont 5 400 à la peine capitale, certaines pour avoir volé quelques épis de blé ou de seigle dans les champs. La campagne de réquisition s'accompagne d'une vague de terreur. Le Parti communiste ukrainien est épuré. La répression vise particulièrement les fonctionnaires locaux qui avaient pris l'initiative de distribuer du grain aux familles paysannes affamées. Au total, en Ukraine, les morts se comptent par millions, alors même que l'URSS exporte près de 3,3 millions de tonnes de céréales entre 1932 et 1933. Durant plusieurs décennies, cette grande famine est dissimulée aux yeux du monde par l'URSS, qui préfère montrer une entrée triomphale dans l'industrialisation et les bons côtés du collectivisme. C'est seulement en Amérique du Nord que des recherches sur l'Holodomor, littéralement tués par la faim, vont se développer sous l'influence de la diaspora ukrainienne.
C'est à cette source que vinrent puiser les courants nationalistes ukrainiens après 1991. L'Ukraine venait alors enfin d'accéder à l'indépendance suite à la chute de l'URSS, après plusieurs siècles de domination russe. On va alors chercher à réactiver l'identité nationale ukrainienne, et l'Holodomor va entrer dans cette construction. Aucun autre mythe ne se prêtait si bien à ces fins que celui de l'extermination par la faim d'une nation paysanne de la part du régime soviétique. Selon une lecture simpliste, l'Holodomor est décrit comme l'affrontement de deux groupes sociaux et nationaux distincts. Une paysannerie ukrainienne honnête, travailleuse et courageuse, résistant tant bien que mal à l'action prédatrice d'un régime communiste russe employant des moyens répressifs. Le contexte historique de l'Holodomor, inscrit dans le cadre d'une famille générale en URSS, est évacué, car sinon les Ukrainiens n'auraient plus le monopole du rôle de victime. Par le mythe de l'Holodomor, la nation ukrainienne cherche à affirmer son indépendance vis-à-vis de la Russie. C'est en 2003 que l'Holodomor occupa pour la première fois le devant de la scène politique et diplomatique lors des 70 ans de la tragédie, dans un contexte d'intenses conflits politiques. En mai 2003, le Parlement ukrainien adopta un appel au peuple ukrainien, qualifiant l'Holodomor de génocide contre le peuple ukrainien. Le président Loushenko, élu suite à la Révolution orange de 2004, qui avait demandé un nouveau vote à cause des suspicions de corruption venant du Kremlin, va faire la mémoire de l'Holodomor son principal pilier dans sa politique. En novembre 2006, le Parlement adopta ainsi une loi déclarant que l'Holodomor de 1932-1933 en Ukraine est un génocide du peuple ukrainien. Lors du 75e anniversaire de la famine, une autre initiative d'ampleur fut la construction du musée mémorial de l'Holodomor, un impressionnant complexe inauguré en novembre 2008 au cœur du centre historique de Kiev. Moscou était particulièrement sensible aux messages implicitement véhiculés par le discours génocidaire ukrainien. Il s'agissait d'un moyen de rompre symboliquement les liens unissant l'Ukraine et son héritage soviétique et slavo-oriental. En Russie, l'historiographie de la famine de 1932-1933 se développa différemment qu'en Ukraine. On développe le thème de la famine de façon régionale et ses conséquences dans toute l'URSS, et non pas seulement en Ukraine. Les historiens russes rendent donc impossible la désignation de l'Holodomor comme génocide avec ce procédé. Contrairement à l'Ukraine qui veut créer un sentiment nationaliste via l'Holodomor, les Russes veulent retrouver une identité soviétique à travers les réussites du régime communiste, excluant les échecs comme les grandes famines. C'est une récupération sélective de l'héritage soviétique qu'on glorifie au lieu de condamner, comme le font les Ukrainiens. Le patriotisme russe se fonde sur les notions de sacrifice et de grande prouesse, rappelant ainsi le stalinisme. C'est Poutine qui remet cette politique au goût du jour, avec le culte de la victoire sur l'Allemagne nazie. La dénonciation des crimes staliniens n'est pas à l'ordre du jour pour les Russes. En 2009, pour lutter contre l'idée de l'Holodomor ukrainien, les Russes instituent une commission présidentielle pour contrer les soi-disant falsifications de l'histoire par les Ukrainiens, au détriment de l'intérêt de la Russie. De plus, l'Holodomor a aussi été vécu comme une négation de la souffrance qu'a pu vivre la paysannerie russe. Les Russes vont alors définir l'Holodomor comme une tragédie soviétique, et non ukrainienne, unissant les deux peuples au lieu de les diviser, et réaffirmant ainsi leurs liens ethniques et historiques. Les Ukrainiens ont appelé la Russie à se joindre à leur douleur en condamnant le régime soviétique le 22 novembre 2008, mais sans succès. Cet appel des Ukrainiens a relancé une guerre de mémoire à l'international qui continue encore de nos jours. Aujourd'hui, l'Holodomor fait encore parler d'elle. La mémoire de cette dernière est biaisée du côté ukrainien et russe, à des fins politiques. Les Russes veulent protéger la mémoire soviétique en ne montrant que le bon côté du stalinisme, et les Ukrainiens veulent se servir de l'Holodomor pour se séparer des Russes en affirmant une identité ukrainienne. Les historiens sont eux-mêmes utilisés dans ces pays afin de prendre parti. Il est donc difficile d'affirmer que cet événement soit un génocide ou une mauvaise gestion du Parti communiste de l'époque.